Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors c'est vous, c'est nous, c'est surtout lui. Il s'appelle Marc Assous, il est médecin, ou plutôt chef de service, puisqu'il dirige le laboratoire de microbiologie clinique de l'hôpital Shaare Zedek. Waouh. Ça va, Marc? Ouais, très bien. Je l'ai bien dit? Ouais, impeccable. Bon. Alors, pour ne rien vous cacher, on se connaît bien puisqu'on a fait notre Alia ensemble il y a plus de 15 ans. D'ailleurs, je me souviens d'un soir où on était en train de discuter et on s'est dit, bon, alors Marc est très, très organisé, pas tout à fait toujours comme moi, mais en tout cas prévoyant plus que moi. Il disait, bon, alors on va voir ça dans 2 ans, etc. Puis je me suis levée, j'ai dit, mais non, pas dans 2 ans, tout de suite, on s'en va cette année. Exact. Tu t'en souviens? Ah, très bien, très bien. Voilà, et ben il a fait. Voilà, on est parti. Donc, il y a combien d'années? C'était en 2002 qu'on est arrivé, en août 2002, en ce qui nous concerne. On est pendant l'été 2002, exactement. Alors, comment on peut programmer une Alia quand on est médecin avec des responsabilités? Puisqu'à l'époque, je crois que vous travailliez à l'hôpital Cochin. Oui, je travaillais à l'hôpital Cochin. Vous faisiez quoi? Enfin, tu faisais quoi? Parce je que dirigeais, bon, je dirigeais à l'hôpital Cochin, qui est un hôpital d'assistance publique. Il y a un laboratoire que j'avais créé, quasiment, et qui était responsable de bactéries ou d'agents infectieux rares qui donnent des maladies rares. Et donc, on faisait des analyses pour l'ensemble des hôpitaux d'assistance publique. C'est un laboratoire qui avait à peu près 5 ou 6 techniciens et 3 biologistes. Et on était donc centre de référence aussi pour certaines maladies. Voilà, alors je crois que tu focusais sur les maladies infectieuses rares. Exact, enfin rares. Oui, de fréquence rare. C'est ça, comme... La maladie de Lyme, on a travaillé sur les rickettsiosis, la syphilis. C'est un certain nombre de maladies qui étaient d'actualité en France. En l'occurrence, l'année où on a fait notre Alia. Mais on est parti quand même, il n'y a pas de problème. Alors, partir comme ça fait souvent peur à certains lorsqu'ils sont installés, ils ont travaillé dur pour y arriver, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a tout recommencé, et surtout, on n'imagine pas qu'on pourrait retrouver le même niveau de compétences, les mêmes fonctions, et parfois encore mieux. Oui, ça c'est pas tout entre nos mains. Ça, c'est sûr. Alors quand tu es arrivé en Israël, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est important que les gens sachent. C'est pas la même chose. Il faut parler bien près du micro, Marc. C'est pas la même chose si on a un projet de longue date pour monter en Israël ou si c'est un projet qui fleurit au fur et à mesure que le temps passe. Oui, parce que toi, tu as fait quelques allers-retours. Nous, c'était de longue date. C'est-à-dire que ça faisait depuis... Quand j'étais étudiant en médecine, j'avais fait un stage à l'hôpital Hadassah quand j'étais étudiant en médecine, parce que je voulais déjà être médecin en Israël. Donc, quand j'ai commencé... En quelle année? En 4e année? En 1984. Donc, j'étais en 6e année de médecine. 6e année. J'avais eu l'autorisation de faire mon stage interné en Israël, mais bon, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons que je ne raconterai pas ici. Il y aurait d'autres choses à raconter. Et en conséquence de quoi, c'est vrai que quand j'ai fait ma carrière en France, j'avais quand même l'arrière-pensée de venir en Israël. Ça, c'est important parce que toujours. Non, c'est pas toujours. Chacun avec son histoire personnelle. Bien sûr, mais toi, dans ton cas, c'était. Moi, dans mon cas, c'était comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de travailler dans un très grand laboratoire d'analyse transmise, qui est un laboratoire privé. Mais j'ai refusé parce que je savais que quand je viendrais en Israël, ça n'aurait pas la valeur ajoutée que si j'étais hospitalo-universitaire, comme quand je suis venu de France, de ma carrière en France. Donc c'est vrai que Tu as fait des choix en France. J'ai fait des choix en France qui étaient, oui. J'ai fait des choix en France qui avaient l'arrière-pensée, même si j'étais pas sûr que ça arriverait. Mais j'ai fait des choix en France qui faisaient que quand je viendrais en Israël, je serais beaucoup plus armé que si j'avais fait d'autres choix. Ça, c'est clair. Mais tu travaillais depuis combien de temps avant de venir? Je suis arrivé au plus mauvais moment. J'adore. Mais non, c'est la vérité. Je suis arrivé en plein milieu de ma carrière. C'est-à-dire que c'est pour ça que la plupart des gens, enfin, dans la communauté et les amis, la plupart des gens n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait pour arrêter tout ça et puis partir en Israël. C'est clair que c'est un choc. Ça a été un choc énorme pour beaucoup de gens. Jusqu'à maintenant, il y en a qui ne sont pas remis. Mais tu avais combien d'années de pratique derrière toi? Non, j'étais maître de conférence dans les universités. Normalement, j'étais première classe. Donc l'année suivante, ou l'année après, j'aurais été professeur. Enfin, la carrière, elle était en plein milieu. Elle fonctionnait bien parce qu'en plus,
spécialiste de maladies très, très importantes. Donc, la carrière, il n'y avait aucune raison de partir. Non, aucune raison de partir. Au contraire, quoi. A priori, il n'y avait aucune raison de partir. Sauf qu'on avait décidé que c'était très important que nos enfants continuent que toute la famille, mais que les enfants continuent leur chemin en Israël. Chemin en Israël, exactement. Et puis, et puis tu avais aussi des jeunes enfants. Ils n'étaient pas tous. Non, il y avait qui étaient déjà qui étaient au lycée, enfin en début de lycée, d'autres qui étaient à l'école primaire. Oui, ça dépendait. Alors, donc tu quittes tout en plein milieu. Oui, enfin, on décide. Alors, il y a des avantages et inconvénients dans chaque profession. Dans la fonction publique en France, il y a quand même un certain nombre d'avantages, qu'on peut prendre des disponibilités, qu'on n'est pas obligé de démissionner tout de suite. Donc, c'est normal Donc, c'est ce que tu as fait d'utiliser les... Mais on avait fait un voyage d'études avant, et normalement... j'étais allé rendre visite au laboratoire de référence d'Israël, qui sont à Jérusalem. Et la chef de service, la chef du laboratoire était très, très enchantée que je vienne, de me rencontrer. Elle avait un projet qui me correspondait tout à fait. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, vous allez venir en été. Quand vous venez, je dis en août, elle me dit, il n'y a pas de problème, vous venez, j'ai un poste pour vous, tout va bien. Bon. Donc, très très bien. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, quand on est venu, je suis le seul qui n'a pas fait l'Ulpan parce que je suis allé directement travailler. C'était vrai, voilà. C'était pas une promesse en l'air. Non, mais quand je suis arrivé, elle m'a dit, il y a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, il y a la Akpa'a des Tkanim. J'ai traduit en français, ça veut dire le gel des embauches de la fonction publique. Donc, tout ce qui était prévu n'a pas pu fonctionner comme c'était prévu. C'est-à-dire que je n'ai pas pu rentrer au laboratoire du ministère de la Santé, d'après le projet qui était... Donc, j'étais sans rien, quoi. Alors comment donc tu n'avais pas de boulot? Non, j'avais pas vraiment de travail. Bon, en tout cas, un travail rémunérateur. Non, j'étais au Hadaj, donc il y a une période de transition qui est importante. Tout le monde sait que c'est une famille qui vient, c'est du jour au lendemain, il y a l'Ulpan, il y a l'adaptation des enfants, donc tout le monde s'organise pour que les choses soient pas du jour au lendemain, mais... Donc, mais en tant qu'homme prévoyant, ce qu'on avait prévu, c'est un peu tombé à l'eau. Ce qu'on avait prévu, c'était tombé à l'eau. Ce qui était prévu, c'était tombé à l'eau. C'était un moment difficile, c'est pas un moment facile. Mais bon, on a toujours des solutions qui peuvent aider. Donc, non, alors, maintenant, il y avait un projet. Alors, il faut expliquer comment ça fonctionne. Le projet de recherche était budgété et il y avait un fonds en grant qui était très intéressant et qui était très bien, et c'était là-dessus que je devais travailler. Mais dans ce projet, dans un projet de recherche, il y a toujours la part du projet, la part du financement des personnes, et suivant les projets, le financement est prévu dans le projet ou pas. Dans ce cas-là, ce n'était pas le cas. C'était un projet du ministère de l'Environnement, donc dans lequel tout ce qui était prévu dans le projet, c'était les consommables, les appareils, etc., mais pas la rémunération des personnes, parce que ça devait être fait par les gens qui étaient déjà en fonction dans le laboratoire. Et donc, moi, parallèlement, je devais être en fonction dans le laboratoire, mais ça ne marchait pas. Donc, elle voulait m'aider parce qu'elle voulait que je continue sur ce projet. C'est un projet très important sur les borrelia, qui est mon domaine de spécialité. Et donc, alors, comme je suis docteur aussi en sciences, alors j'ai pu bénéficier de certains avantages qui existent pour les académiques en Israël, qui est que on peut avoir une bourse et un salaire minimum quand on arrive en Israël, si tant est qu'on a un laboratoire d'accueil. Et donc, moyennant quoi, j'ai commencé à gagner 3 000 shekels par mois pendant un certain temps. Mais on a commencé à travailler. Il faut avoir envie. On a commencé à travailler sur le sujet, parce que le plus important, c'était de travailler sur un sujet qui était nouveau. Mais les gens qui nous écoutent en général, et surtout, je pense surtout aux médecins qui, dans certains cas, gagnent bien leur vie, d'arriver ici et de. Ouais, il n'y a pas que l'argent aussi. Il y a aussi la considération, la fonction. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est intéressant à signaler. Il faut parler près du micro. En Israël, il n'y a pas toujours c'est assez fréquent, il n'y a pas forcément de corrélation directe entre le salaire, l'argent et le respect ou la façon dont on est considéré. C'est pas toujours, c'est pas les États-Unis, quoi. C'est pas comme ça. En plus, il y a l'histoire du pays dans le pays. Tous les Israéliens, ils connaissent l'histoire des kibbutzim et de tous les intellectuels qui sont allés cultiver les carottes. Mais ça reste cette chose-là. C'est important à savoir. Donc là, c'était juste, il y avait un problème technique, mais il n'y a pas de problème de fond sur le problème. Mais quand même, 3 000 shekels. Voilà, c'est quand même un problème. Mais bon, ceci étant, il faut commencer. Donc, enfin, après, il y a eu, elle a trouvé aussi une aide pour les Olim Khadashim. Bon, avec le temps, on arrive à arranger les choses. Le projet a bien avancé. Au niveau de l'hébreu, tu parlais l'hébreu ? Ouais, j'avais la chance que je parlais
pas trop mal. Je parlais pas trop mal. Pas au niveau que je suis maintenant, c'est clair. Mais tu lisais, tu écrivais? Oui, lire, ça va. C'est jamais ça. Ce que je dis à mes collègues à l'hôpital, hein, c'est que quand j'étais en France, il faut savoir ça. Quand j'étais en France, tu reçois un document, tu le photographies, tu le lis pas. Quand tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de documents à gérer. Il faut faire ça vite et bien. En Israël, ce ne sera jamais comme ça. Même tant que ce n'est pas ta langue maternelle, tu ne peux pas photographier. Il faut lire, tu ne comprends pas certains mots des fois. Bon, il faut avoir une secrétaire qui t'aide, c'est le cas. Mais avec du travail, on arrive et de la patience. Il faut aussi... ça dépend du niveau dans lequel on part, mais je pense c'est très très important d'investir dans l'hébreu et d'investir dans la langue. C'est extrêmement important. Il ne faut absolument pas négliger ça, parce que sinon, ça limite énormément au niveau de la vie professionnelle. Et c'est une chose que les gens qui ont un métier très technique et très, très sophistiqué considèrent qu'ils ne pensent pas toujours. Ils considèrent que ce n'est pas toujours fondamental. Bon, alors on y reviendra, mais donc tu trouves plus ou moins. Donc on commence à travailler sur ce projet de recherche qui était très intéressant, et je continue à travailler au Misrad Habriyut, donc c'était très intéressant. Et puis en l'espace. Ça dure combien de temps? Non, alors le statut de chercheur, ça a duré 6 mois, 9 mois, parce que comme il y a quand même, comme on dit ici à Tadishmaya, il y a quand même des événements dans la vie qui viennent aussi. Les cadeaux de la vie, ça s'appelle. Non, c'est aussi parce que c'est toujours, moi je dis toujours que c'est la confrontation de plusieurs choses. Si tu n'es pas la bonne personne fera beaucoup d'efforts pour t'aider. Mais si tu es la bonne personne, alors les gens vont faire des efforts pour t'aider. Et dans ce cas-là, ça va quand même faire fonctionner mieux que si tu n'es pas la bonne personne. Donc il n'y a pas... c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, en résultat des courses, ça faisait longtemps qu'il y avait un chef de département du ministère de la Santé qui voulait partir à la retraite, mais ils n'avaient pas trouvé quelqu'un pour remplacer. Donc, ce n'est pas moi qu'ils ont pris pour remplacer, c'est ma supérieure. Mais du coup, il y avait un poste de centre de référence des maladies parasitaires qui se libérait au Misrad Habriyut. Donc, on m'a proposé de prendre le poste. Bon, vu mon expérience en France, j'étais à la fois habilité et assez compétent pour le prendre en charge. Alors donc, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans ta formation en France pour pouvoir justement accéder à ce niveau de responsabilité? Ce qui m'a le plus aidé, c'est que j'ai fait beaucoup plus que j'ai beaucoup étudié. Non, c'est-à-dire j'ai essayé. Non, mais c'est important. Non, c'est important. C'est pour ça que je suis pas sûr que mon cas. Mais c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que j'ai voulu avoir le plus d'armes possible au niveau professionnel et au niveau de la compétence. C'est-à-dire que cette période de Misrad Habriyut est très importante. Je pense que c'est un exemple qu'il faut donner aux gens. C'est qu'à partir du moment où, au niveau professionnel, j'étais overqualified, largement overqualified. Donc, j'avais aucun problème de compétences techniques et de prise en charge des problèmes professionnels. J'ai pu me concentrer pendant 5 ans à la langue et à l'hébreu, etc. Parce que le temps, il n'est pas illimité. Donc, en fait, tu étais surqualifié pour le poste? Oui, j'ai eu la chance d'avoir cette possibilité que j'ai travaillé. J'ai travaillé professionnellement beaucoup, mais j'ai consacré beaucoup de temps à ce centre de référence qui a changé un peu de physionomie avec le temps, parce que les gens qui étaient là-bas n'étaient pas médecins, et moi j'étais médecin, donc on a changé un peu l'orientation du centre de référence et la manière de fonctionner, mais le fait d'avoir accepté un poste où tu étais surqualifié... Absolument, ça m'a aidé beaucoup, parce que j'ai pu me consacrer, j'ai pu utiliser tout le temps qui n'était pas... que professionnellement tout allait bien, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Pour la langue, pour écrire des mails en hébreu, pour pouvoir téléphoner aux gens, leur parler au téléphone, avoir des correspondants, m'exprimer, préparer des notes, préparer des protocoles en hébreu, etc. Donc tout ça, tout le temps, j'ai investi beaucoup de temps là-dedans. Et après, quand j'ai eu besoin de... Oui, parce que parfois, quand on fait des choix, on se dit, oui, mais où je vais, si je fais un choix pareil, ça va... Je pense qu'il faut... moi, c'est enfin, c'est pas la première fois qu'on pose la question, mais en général, ce que je dis le plus souvent, c'est que quand on vient en Israël pour faire ça, il y a peu importe qu'est-ce qu'on faisait avant, mais je crois que le plus important, il faut comprendre, il faut accepter surtout qu'il n'y a pas de chèque en blanc. Il faut recommencer à zéro, et il faut accepter que on est obligé de refaire ses preuves. Alors, si on est vraiment compétent, ça va très vite. Ça prend ni des années, ni des mois, ni des semaines. Ça prend très peu de temps. Ça se voit tout de suite. Mais il faut accepter le principe
il faut accepter le principe qu'on doit prouver quelque chose. Parce que les gens ne vous connaissent pas. Ici, Israël, c'est un petit pays, tout le monde le dit, tout le monde connaît tout le monde, mais c'est-à-dire tout le monde connaît. Si vous ne vous connaissez pas, alors on ne vous connaît pas. Donc, il faut accepter ce principe-là. Et je pense que c'est une règle du jeu très importante. C'est difficile à accepter psychologiquement, d'autant plus qu'on a été, quand on était en France, quelqu'un qui avait beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut accepter le principe. Et il faut aussi savoir que si vraiment on est à la hauteur de ce qu'on dit, alors ça va pas prendre longtemps. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est très différent de travailler ici? C'est complètement différent. Il n'y a rien à voir. Je dois pleurer ou je dois sourire? Non. Mais moi, je suis un idéaliste de toute façon, donc c'est pas un critère. Ah oui, ça aussi, c'est très important. C'est sûr que si on est sûr qu'on a fait le bon choix, on ne regrettera jamais le choix qu'on a fait. Ça dépend des personnes. Mais je pense que... Ça aide d'être idéaliste? Oui, bien sûr, ça aide. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on interprète toujours les choses du bon côté. Et qu'il y a toujours la manière d'interpréter les choses du bon côté ou du mauvais côté. Alors, je pense que si... J'aurais très bien pu dire « Ah non, mais ça ne me correspond pas. Après 15 ans de travail, pourquoi je vais commencer à faire des lames et regarder au microscope? J'avais 10 techniciens quand j'étais en France. » Mais ça, je ne l'ai pas dit, quoi. J'ai reçu les échantillons, et puis il n'y avait pas que du sang, il y avait du pipi, du caca et tout ça. Enfin, j'ai fait mon travail, quoi. J'ai fait un travail qui était un travail, à moi, en bonne partie de technicien de laboratoire, mais j'ai accepté de le faire. Parce que je considérais que... Puis ensuite, maintenant, c'était... Après, chaque personne doit faire la valeur ajoutée. Au bout d'un an, j'ai eu une technicienne qui était dédiée, parce que c'était clair que je pouvais faire plus que ça, et que c'était dommage de me donner à moi un travail de technicien. Ils ont compris. Mais je pense on dit en Israël, il faut payer pour voir, c'est vrai? Il faut payer de sa personne, il faut payer de son temps. Je pense qu'il faut... Non, mais pour donner à voir, peut-être. Oui, mais c'est partout pareil. Je pense qu'en France, c'est pendant l'entretien qu'on fait 100 fois un entretien entre quelqu'un, et on ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas de toute façon au moment où il commence à travailler. Donc ça, c'est une stratégie différente. Mais je pense que... Et on voit son CV, etc. Mais en Israël, je pense que c'est plus pratique. C'est-à-dire qu'en général, on fait rentrer les gens, puis on voit de quoi ils sont capables. Mais je fais encore comme ça au laboratoire, c'est normal. Alors justement, après avoir fait un travail de technicien de laboratoire, comment ça s'est organisé? Non, alors j'ai fait... Je plaisante. Non, non, c'est vrai. De toute façon, c'est passionnant de faire des techniciens de laboratoire. Je pense que c'est un travail même extraordinaire. Non, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait mener en parallèle la recherche et le laboratoire de référence. Donc, c'était très intéressant. C'est vrai que la clinique, ça me manquait un peu. L'hôpital, c'est quand même un monde à part, un monde différent, l'hôpital. Et pourtant, moi, j'ai grandi dans un hôpital. Vous étiez au sein du... Non, les laboratoires de référence, ils sont à Givat Shaul, ils sont dans des bâtiments à part. Ils sont complètement indépendants. Donc, il n'y avait rien à voir avec l'hôpital? Non, ils n'ont rien à voir avec l'hôpital. J'avais des rapports avec les hôpitaux parce que les laboratoires qui nous envoient les analyses pour donner un avis de référence, c'est des laboratoires des hôpitaux. Donc j'ai eu des contacts, j'ai connu comme ça d'ailleurs la plupart des directeurs d'hôpitaux de ma discipline. Ça a été une très bonne... Et puis j'ai fait un effort aussi pour le faire, parce que j'ai dit c'est une occasion de connaître les gens. De les côtoyer. C'est important aussi d'essayer de connaître des collègues, de rentrer dans des groupes, ça c'est toujours très important. Et voilà, ça se passait très bien au Misrad Abriout. Après que je suis arrivé, au bout de 1 ou 2 ans, on m'a dit maintenant il y a un Michraz, tu ne peux pas continuer à travailler sans qu'on fasse un appel d'offres national, puisque c'est un poste d'un ministère. J'ai dit bon d'accord, tant pis, on va faire un Michraz. Après combien d'années de travail? Après 1 an et demi, 2 ans, ouais, ça va être quelque chose comme ça. Je n'ai pas une très bonne mémoire des dates. Et donc on s'est retrouvé à 10 personnes à la Knesset, dans les Misrad de Memchala là-bas, pour passer devant un jury qui a décidé qui sera le futur directeur du centre de référence de parasitologie, dont moi qui étais sur place, mais enfin bon. Donc, mais c'était pas dit, ça devait être impressionnant. C'était pas un concours interne, c'était un concours externe, donc c'était pas très. Ouais, et puis il y avait plein de gens bien. D'aller à la Knesset. Oui, et moi tout, je pense plus. Finalement non. Quand le jury m'a interrogé, j'ai dit ce que je pensais. Et, effectivement, une des questions qu'ils m'ont dit, c'est on a vu votre CV. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait me dire. On m'a dit, mais vous êtes vraiment overqualified. J'ai dit, alors pourquoi vous voulez quand même rentrer? J'ai dit, parce que comme ça, je vais pouvoir, en tant qu'Oli Khadash, connaître le système dans lequel je me trouve, apprendre l'hébreu, connaître mes collègues, etc. Apparemment, ça leur a convenu. Donc après, j'ai été nommé officiellement directeur du centre de référence.
Et ça a duré combien de temps? Ça a duré, en tout, je suis resté 5 ans au Misrad Habriout, en comptant la période de départ et ensuite la période d'exercice. Et on a fait donc... Mais pourquoi avoir voulu absolument rentrer dans la fonction publique? Ah non, je n'ai pas voulu, ça s'est fait comme ça. C'était comme ça? Oui, non, ça s'est fait comme ça parce alors en Israël, il n'y a pas tellement... Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans le sens où le métier de laboratoire médical, disons, si on parle du métier de mon côté professionnel, parce que j'ai un côté aussi académique, mais si on parle du côté professionnel, les rapporteurs d'analyse médicaux en général ou de microbiologie, parce que c'est mon domaine, en Israël, c'est pas comme en France du tout. Ça, c'est important que les gens sachent. Il n'y a pas de laboratoire privé, il n'y a pas d'accord avec les caisses. Ça fonctionne complètement différemment. Il y a des laboratoires des Coupotrolim qui sont des méga labs énormes. Et il y en a 4 ou 5 pour tout le pays. On prend quasiment un laboratoire pour chaque coupa. Et ensuite, il y a le labo des hôpitaux. Mais il n'y a pas de laboratoire privé, il n'y a pas beaucoup de débouchés non plus dans le monde pharmaceutique. Donc c'était une bonne il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Alors à Jérusalem, bon, j'avais eu des contacts avec le Misrad Habriout à cause de mon domaine de compétences et du projet de recherche initial qui était le sujet des Borrelia. Donc, alors après 5 ans dans ce fameux laboratoire Givat Shaul, qu'est-ce qui se passe? Après 5 ans... Je reçois un coup de téléphone, j'aurais passé un coup de téléphone ou un mail, un coup de téléphone, je crois, du chef de service du chef de service de microbiologie de Sharet Zedek, que je connaissais par ailleurs parce que quand ils avaient des problèmes de paludisme, ils venaient m'amener des lames ou ils me téléphonaient ou j'ai été en contact avec. En fait, j'ai connu tout le monde par le biais des... C'était un bon choix, en fait. C'est pas un choix que j'ai fait vrai. Oui, mais ça s'est avéré une bonne chose parce que ça m'a permis de connaître, effectivement, en tant que centre de référence, on a des contacts avec tous les hôpitaux, tous les labos, etc. Donc ça m'a permis quand même de bien connaître le terrain, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Donc il vous appelle? Donc il m'appelle et puis il me dit, est-ce que vous voulez venir donner une conférence? On a un journal club tous les mois avec les médecins maladies infectieuses. Est-ce que vous voulez donner une conférence sur un domaine dans lequel vous êtes particulièrement compétent, ou vous avez un sujet qui vous plaît. Oui. J'ai dit, j'ai pas très bien compris quelle était l'arrière-pensée. Moi, j'étais un peu crédule. Hein. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et je lui ai dit, il m'a dit, à quoi vous pensez? Je lui ai dit, écoutez, je pense que même si c'est pas une maladie qui existe en Israël, mais je parlerai des Borrelia en général, la maladie de Lyme, et de son versant israélien. Il me dit, c'est très très bien, ça correspond tout à fait à ce que les médecins veulent entendre. Donc j'ai préféré ma conférence, mais surtout, je devais parler en hébreu. Donc j'étais entraîné au Misrad Habriout aussi parce que on avait organisé aussi tous les mois une conférence. C'est intéressant de se rendre compte que à n'importe quel niveau de compétence, il faut toujours se remettre en question et travailler, même si il faut le répéter parce que on a l'impression la première fois que j'ai fait une conférence, je crois que j'ai travaillé pendant, je sais pas combien de temps. La conférence en hébreu, combien d'heures? Ah oui, non, pas des heures, des jours, je pense. Des jours. Ouais, c'est obligé. Et encore, c'était pas terrible. Hein. Mais bon, c'est mieux aujourd'hui? Maintenant, ça va. Ça va mieux. Mais en plus, il faut savoir aussi que c'est un répertoire. C'est-à-dire quand c'est pas sa langue maternelle, on saura jamais parler la langue d'adoption comme langue maternelle. Mais dans les domaines de compétences qu'on aura, où c'est la famille, où c'est le professionnel, et si on investit comme il faut, on aura le répertoire, on saura tenir la route. Par exemple, quand je suis arrivé à Sharet Zedek, j'avais pas le répertoire administratif, j'avais pas eu l'occasion de diriger ni rien. Donc là, maintenant, en quelques années, j'ai appris aussi tout le vocabulaire administratif. Mais il n'y avait pas le choix. Oui, il faut apprendre, mais non, voilà. Donc, je suis alors, arrivé, la conférence, ça a ouvert les portes. La conférence, non, je ne savais pas du tout à quoi. Je pensais qu'ils m'invitaient comme ils avaient. Parce que, mais ils ont de la suite dans les idées. Dans tous les hopitaux, il y a des staffs, on invite des gens d'extérieur. Donc, je dis, bon, ils m'invitent, il n'y a pas de problème. Mais après la conférence, bon, alors, c'était des gens sympathiques, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas que ce seraient mes futurs collègues. Mais au bout de quelques temps après, le chef de service de maladies infectieuses à l'époque, qui est maintenant chef de service qui est actuellement département de pédiatrie. De médecine interne, qui est donc chez Menel Agaf médecine interne. Il me dit, il m'invite, et alors il y avait le directeur, enfin mon prédécesseur, comme directeur de laboratoire de microbio et d'immuno, etc. Et voilà, il me dit, on t'a invité. Je dis, oui, bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il veut partir. Enfin, il veut partir à la retraite. Lui, il voulait partir à la retraite anticipée parce qu'il voulait étudier, etc. C'était pas très prévu. L'hôpital était en pleine panique parce que c'est quelqu'un que tout le monde appréciait beaucoup et qui faisait un très bon travail. Et donc, comme mon métier est un désert total en Israël, mais ça, parce qu'il n'y a pas de microbiologiste clinique en Israël, donc
Et apparemment, la conférence s'est bien passée. L'après-conférence, ça s'est pas mal passé non plus. Donc, ils t'ont proposé. Voilà, ils m'ont proposé de... Ils t'ont recruté comme ça? Non, ils sont venus voir. Non, ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu es intéressé? Je dis, bah oui, je suis intéressé. Pourquoi? Je dis, parce que c'est le métier que je faisais en France et que évidemment, je suis tout à fait d'accord de reprendre ici. J'avais compris quand même que ça serait autre chose au niveau que le stress et la responsabilité à l'hôpital et c'est quand même différent. C'est plus important. Le niveau de stress, il est beaucoup plus élevé. Oui. Non, pourquoi? Parce qu'un hôpital, ça ferme jamais, que Nasrim Be'er-Sheva, ça fonctionne, qu'il y a toujours des malades compliqués, qu'en plus, Shaare Zedek, c'est un hôpital qui, tout le monde le sait, qui se développe de manière vertigineuse et en général, dans mon domaine, en tout cas des maladies infectieuses, ça amène des patients toujours plus difficiles, plus compliqués, et que comme je suis aussi médecin, alors T'as une autre approche. J'ai un rôle, j'ai aussi un rôle, pas seulement de diriger techniquement le laboratoire, mais aussi d'être partenaire plus ou moins des médecins quand il y a des questions précises pour certains patients. Et donc, ça fait que... Il y a une intervention dont tu te souviens qui était... Une intervention, quelque chose, non, il y a toujours, des gens à traiter ou un problème qui est arrivé à l'hôpital qui a été pour toi... Il y a toujours... Bon, c'est tous les jours. C'est ça le problème. C'est que tous les 2 jours, il y a un patient, il y a un cas qui demande un investissement en temps important et en réflexion, etc. Et qui demande l'expérience. Enfin, c'est pas... Oui, c'est... En plus, en Israël, c'est différent de la France, il faut le dire aussi, parce que comme le modèle suprême, c'est l'armée, donc quand on est Mefaked ou quand on est chef de service, on est tout, quoi. On est surveillant, on est réparateur, on est tout à la fois, mais bon, c'est comme ça dans tous les services. C'est comme ça partout, dans tout Israël, ça fonctionne comme ça. Quand la porte fonctionne... C'est peut-être pour ça que c'est efficace, en même temps. C'est efficace, oui, c'est efficace, c'est vrai. Ça fonctionne, parce que les gens comptent pas leur temps aussi. Il faut voir comment ça fonctionne. Il faut avoir la foi, mais bon, si on l'a, tout va bien, quoi. Maintenant... je pense qu'il faut aussi être capable d'avoir des réflexions et de savoir tirer parti des choses bien qu'il y a dans les autres pays ou dans les autres cultures. Mais ça a l'air de marcher pas mal non plus, avec le temps. Alors aujourd'hui, tu es à la tête de ce laboratoire depuis combien de temps? Maintenant, je suis arrivé en 2008, alors ça fait quelques années quand même, 8 ans, 7 ans, 8 ans. En 2000, c'est ça. Donc tu vas au travail avec... Oui, non, je vais toujours en vie? Oui, en général, oui. Bon, oui, sans aucun problème. Maintenant, c'est clair que plus on a des fonctions de responsabilité et plus il y a tous les problèmes administratifs, logistiques, d'équipement, etc., qui ne sont pas spécifiquement parlés d'une activité professionnelle. C'est sûr que ça m'intéresse beaucoup plus de m'occuper d'un cas ou de m'occuper d'une nouvelle technique. Que de t'occuper de logistique. Que de m'occuper de pourquoi la porte ne fonctionne pas. Mais bon, à partir du moment où ça fonctionne comme ça, en particulier, on accepte le principe. Il y a pas toujours il y a des moments difficiles, il y a des moments de stress importants parce qu'on a beaucoup d'exigences. Enfin, on a beaucoup d'obligations vis-à-vis du système et de l'hôpital en particulier, mais on essaie de faire face. Voilà. Quand on fait tu fais un petit retour arrière, que tu vois tes enfants qui ont beaucoup grandi aujourd'hui, ils sont mariés, certains. Oui, la plupart sont mariés. Ouais. Et ils ont fait leurs études ici, ta carrière, tout ça, c'est sans regret? Non. Enfin, moi, non. Alors, ça, c'est très important de dire aussi. C'est que suivant l'âge des enfants, il y a des choses. Il y a des enfants pour qui on décide pour eux. Bon, parce il y a des enfants pour qui on peut discuter avec eux pour demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, moi, j'avais les deux. Et donc, mes enfants qui étaient les grands, ils étaient tout à fait... d'accord. Plus que d'accord, plus motivés. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle on est venu, c'est que je ne me voyais pas du tout voir mes enfants en France en Israël faire leurs études et nous rester en France. Ça, on ne voyait pas ça du tout avec Ariel. Et donc, on a dit, de toute façon, ça ne sera pas ça. Alors, donc, ça veut dire qu'on s'en va tous, quoi. Et les petits, ils étaient petits, donc ça n'avait pas la même signification de poser la question, mais en tout cas, je pense que personne ne regrette. Non, je sais pas. Moi, non, c'est sûr, mais je pense que personne ne regrette. Voilà. Ok. Maintenant, le travail c'est important à dire aussi. Chacun son vécu, mais le travail de tous les jours en Israël a rien à voir avec le travail de tous les jours en France. C'est un truc fondamental qu'il faut comprendre. C'est que quand un juif est en France, même s'il n'est pas religieux, mais à plus forte raison s'il est religieux, etc., il
il y a une séparation des personnalités, il y a une dichotomie complète. Il y a l'homme professionnel, l'homme familial. En Israël, c'est pas comme ça. En tout cas, au niveau du vécu, non. Au niveau du vécu, ça veut dire, au niveau du vécu, il y a un continuum complet entre la vie de tout le temps. On est la même personne tout le temps. Les Juifs de l'extérieur et de l'intérieur fusionnent. Voilà, c'est la même chose. Ils ont fusionné. C'est la même chose. C'est important. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de séparation des séparation des domaines. Alors, c'est vrai qu'il y a la vie privée, il y a la vie professionnelle. En plus, ici, c'est tout mélangé plus facilement. De temps en temps, c'est un peu trop. Mais en tout cas, sur le vécu de la personne, c'est important, c'est complètement différent. Pour moi, c'était fondamental. T'en avais marre d'être... Non, j'avais pas marre, mais j'étais pas en harmonie complète avec le fait que j'étais pas... je pouvais pas être potentiellement un citoyen à Dassauf, quoi. Voilà, c'était difficile. C'était pas... Pourquoi ? Parce que... Pour ta pratique religieuse ? Pas seulement. Non, pas seulement. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on n'a pas une adéquation complète avec... on ne se sent pas... les Juifs en France ont toujours été extrêmement loyaux, et moi, je pense que je l'ai été plus aussi. Que loyal. Plus que loyal. Et que j'ai travaillé pour développer le labo que j'ai quitté de manière très, très, très importante. Jusqu'à maintenant, je reçois des mails sur mon domaine de compétences. Non, encore des gens qui me connaissaient de l'époque et qui continuent à me poser des questions. Mais je pense que c'est pas la même chose. Je pense que ici on construit quelque chose on construit quoi. Donc pour l'avenir du peuple juif. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, alors on était ravis de t'accueillir, Marc Assous. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir fait partager un parcours d'Alia, on peut dire assez méritant, franchement, et exceptionnel, on peut le dire, parce que c'est pas tous les jours et c'est pas pour tout le monde que ça se passe comme ça. Merci, Marc Assous. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.